Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis. C'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Suite à ma rencontre avec Khalid, je me suis rendu directement près de l'Elysium. On avait peut-être convenu d'un coin de rue, peut-être pas trop passant, où on pourrait se retrouver sans attirer l'attention. Donc je garde ma voiture à cet endroit-là, elle reste de toute façon assez reconnaissable, et puis je guette l'arrivée potentielle de mes comparses, en m'occultant bien entendu, histoire que d'éventuels curieux aient l'impression que le véhicule ait juste été garé là avec personne à l'intérieur. Quand Armance arrive sur le lieu où l'attend Pete, elle ne voit personne. Il y a son véhicule, effectivement, mais personne alentour, et elle est à peu près certaine qu'il n'est même pas caché de manière surnaturelle dans les parages. Et elle a vraiment l'impression que pour le moment, il n'est pas là. Puisqu'elle le voit pas, elle va souffler et elle va s'asseoir sur le capot en attendant. Moi, je regarde Armance et je souris, je me garde bien de signaler ma présence parce que je sais que je devrais supporter un long monologue qui serait particulièrement complexe à comprendre et pénible à endurer, donc je me dis que je vais attendre que d'autres arrivent, comme ça elle jettera son dévolu sur un de nos autres compagnons. En attendant, tu vas l'entendre chanter toute seule. Finalement, Marcy et Ulysse arrivent, après s'être fait déposer par un taxi à quelques rues de là. Ils arrivent en plein récital d'Armance. Oh, vous êtes là. Je crois qu'il n'est pas là, Pete. Il doit être en retard. Ça m'étonnerait pas de lui. On peut pas leur faire confiance. Bah, il y a sa voiture, elle ne peut pas être loin. J'ai regardé, il pouvait être occulté, mais non, il n'est pas dans les parages. Vous entendez un bruit de portière qui s'ouvre et vous remarquez que je suis maintenant au volant de ma voiture et je vous ai ouvert pour que vous montiez à l'intérieur. Elle lâche un cri. Marcy dit pas grand chose et elle tire une gueule pas possible en étant à la fois affamée et particulièrement frustrée des résultats de cette nuit avec Ulysse. Globalement, elle boude. Elle va s'installer à côté de toi, Marcy. Si je remarque l'attitude de Marcy, et je pense que c'est le cas, tu le caches pas forcément. Non. Je te lance... qu'est-ce qui se passe, Marcy? Pourquoi tu tires la gueule? En guise de réponse, t'as le droit à des marmonnements, toujours un peu dans la même technique, un peu à voix basse. T'entends pas tous les mots, mais les seuls mots qui sortent, c'est s'occuper de ses affaires, chien. On ne comprend pas, jeune fille. Il faut un peu plus d'élocution. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? D'où ça vient, ça? Regarde, cette tête, cette figure. Bon, pour vous résumer ça rapidement, on est allé à Bronzeville et on a bien identifié une vampire qui pourrait être la cible des Nosferatu qui a identifié Pete. Et en gros, elle nous a jetés dehors et je crois qu'on a réussi à se faire une nouvelle ennemie, comme si on n'en avait pas assez. Et comment ça se fait? Pourquoi? Elle voulait rien entendre, elle est imbécile, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Tout de suite agressive, on a essayé d'être sympa, de le prévenir qu'elle pouvait être cible de quelque chose. Et apparemment, ça se fait pas de débarquer comme ça dans son école. Qui lui a parlé? Bah, moi, évidemment. Pourquoi, Marcy, tu n'es pas là? Non mais Armand, c'est parce que je vais pas le raconter parce que ça va être chiant, mais on avait un plan et normalement ça se passait nickel, mais on n'a pas eu de chance quoi. Enfin, D'accord. du coup, en plus Ulysse, il a été sympa. Enfin, il a rien dit de voilà, mais Tant pis pour elle. Sur une tête de toute façon à Chicago, c'est vraiment une ambiance de merde. De toute façon, les vampires avec l'âge, à plus d'un siècle, deviennent grincheux. Et vous êtes allé sur son territoire. En général, ça crispe les plus méfiants. Ouais, bah là, c'était pour la prévenir que elle était espionnée. Ça aurait pu être sympa. Bon, toujours est-il qu'on verra ce soir si... Et j'espère que personne n'a parlé de cette histoire à qui que ce soit d'autre. Nous allons voir de toute façon si on pourra réparer ça avec cette vampire. Je lui écrirai une lettre. Et Maltide lui apportera un présent. Nous lui avions proposé de venir pour en savoir plus ce soir, peut-être qu'elle sera là.
C'est bien, très bonne chose, en effet. Après, peut-être eh bien une première mauvaise impression, elle va mûrir tout ça et venir. Bon, de mon côté, On y va parce que j'ai faim. bien. Mais de mon côté, eh bien, j'ai un sortilège pour nous protéger éventuellement de ghouls qui viendraient nous assassiner en pleine journée. Oh! Oui, hein? Toujours bon à prendre ça. Mhm. Pourquoi des ghouls viendraient nous assassiner? Eh bien, avec cet attentat, prépare. D'ailleurs, il paraît que c'est une grosse affaire tout ça. Et si c'est réel et si nous avons des fondements sur cela, il faudrait les partager au shérif selon l'un des plus réputés trémères de la ville. Et puis si on avait eu un sortilège contre les ghouls, on serait pas dans cette merde. Mhm. C'est pas faux. Eh ben merci Hermance. De rien. Donc, je déballe tout au shérif. Ce sera la meilleure des choses. C'est un ennemi, c'est quelqu'un de pénible et bien ennuyeux, mais tout de même. Oui, de toute façon, on est en public là, il faut imaginer qu'on... L'audience, ça sera pas le shérif, ça sera la Camarilla de Chicago. Il y aura des témoins et je pense que c'est le meilleur moment. Oui, vous avez raison. Si je puis me permettre, si on peut éviter d'impliquer Lucide dans tout ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'attirer l'attention sur lui pour pouvoir s'occuper de ce problème dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on va lui dire alors? De toute façon, si on évoquait Lucide, ils vont nous demander pourquoi on l'a pas amené. Et on va donc dire quoi? C'est pour ça que d'une part, je pense qu'il vaut mieux ne pas l'évoquer. J'ai pu me renseigner un petit peu sur lui et si on arrive à remettre la main dessus, je pense qu'il est digne de confiance pour nous filer encore quelques infos. Surtout qu'il a l'air plutôt doué pour ne pas attirer l'attention. Enfin, je dis ça quand il arrive à se contenir de nourrir les mortels, bien sûr, mais... Oui, c'est un osphée, heureusement. Mais on met Ulysse dans une mauvaise situation. Qu'est-ce qu'il va dire au shérif? Qu'est-ce qu'il va rendre au shérif? Oui. Donc on parle de ce qu'on a vu dans les égouts. Au pire, on baratine quelque chose pour rattacher ça à ce qui s'est passé au Community Center, ou simplement qu'en essayant d'enquêter sur ce qui se passait, on est tombé là-dessus et Non. la menace que représente ce groupe leur fera rapidement oublier ce qui a pu se passer au Community Center, j'espère en Oui tout cas. et non. Il faut simplement dire que c'est par une de mes visions que nous sommes allés jusqu'à ces égouts. Ainsi, nous ne pourrons pas, eh bien, nous contredire. Ça veut dire qu'on s'affiche comme si on était tous les quatre chargés de l'enquête, alors que c'est Ulysse que le shérif Nous a sommes chargé une d'enquête. coterie. Ulysse, pour bien de sa mission, est venu chercher de l'aide. Il a bien fait. Attends, une coterie, on avait dit qu'on le disait pas? Pour ma part, je resterai complètement désolidarisé de votre groupe. Je pense que je peux plus facilement manipuler les gens de l'Elysium s'ils ne savent pas que nous travaillons ensemble. Ulysse a les mains dans le visage en vous entendant vous disputer sur ce qu'il doit dire. Oui, je pense qu'il est un peu mal à l'aise à l'idée de devoir raconter des bobards encore une fois, alors que ça s'est très mal passé déjà avec la ventroue de Bronzeville. Étant-toi, Ulysse, tu diras juste la vérité. Le truc, c'est de simplement omettre certaines parties. Et s'il me pose une question Une question sur quoi? sur qui a nourri ce mortel, j'ai oublié son nom. C'est simple. Pour l'instant, tu ne le sais pas. C'est bien un mensonge, ce n'est pas une omission. C'est ça. Ouais, si on en est à ce niveau-là d'aptitude, moi je peux pas faire grand-chose pour toi, mon vieux. Inaptitude? C'est Élucide qui a fait ça. C'est votre avorton. C'est cet être qui a créé, eh bien, tout ce chaos. Alors non, ce n'est pas Ulysse, et ce n'est pas l'inaptitude d'Ulysse. Elle te donne une petite tape sur l'épaule, alors qu'elle est au stage arrière. Ouais. C'est votre problème. Je grogne juste. Ulysse, j'ai une idée. Ce que tu peux simplement dire, c'est que tu t'es renseigné au Community Center, ça c'est vrai, Oui. et que tu as rapidement identifié que j'étais dans les parages, et tu me passes la main. Et tu diras quoi? Bah, je dirais exactement ce qu'on s'est dit, mais peut-être avec un petit peu plus de panache que Ulysse. Oui, mais s'il demande qui a nourri le mortel, du coup? Bah, Azrael. Enfin, en tout cas, on a des soupçons que c'est Azrael, on est bien d'accord. Ah, mais c'est un mensonge. Ça complique l'histoire. Pourquoi ne pas dire la vérité et qu'il Lucide? En tout cas, ce qu'on peut savoir, un Nosferatu, a priori c'était un Nosferatu, on a découvert grâce à une enquête minutieuse l'existence de Nosferatu en marge de la Camarilla, qui vivent à Chicago, et qui sont très certainement responsables de ce petit incident. Et donc, nous transformons un petit incident
un complot qui vise l'Elysium et dont nous sommes ceux qui l'ont découvert. Non, Moi, je trouve que ça tient la route comme plan. ça ne tient pas la route. Ulysse, qu'est-ce que tu en penses? C'est toi qui vas être au centre de cette affaire. Tout retombera sur toi. Est-ce que tu veux dire la vérité ou est-ce que tu veux mentir? Ulysse a l'air d'un coup beaucoup plus détendu à l'idée de pouvoir repasser le flambeau à Marcy assez rapidement. Le plan de Marcy ne me paraît pas si mauvais, j'ai qu'à simplement dire que en menant l'enquête, je suis tombé sur Marcy et que j'ai peut-être pensé que c'était de sa faute. Et quand elle m'a dit que ce n'était pas de sa faute, elle s'est chargée de mener l'enquête et elle n'a qu'à raconter ce qu'elle veut, ce ne sera plus mon problème. Non ? De mon côté, je pourrais alimenter la rumeur comme quoi on a entendu parler de dissidents au sein du clan Nosferatu et qu'on mène notre propre enquête interne. Excellent, je pourrais même t'interroger vivement devant la cour si besoin, pour bien montrer que nous ne travaillons pas ensemble. Par contre, après ça, on a intérêt à bien maintenir notre couverture. Les étoiles ne sont pas contentes, mais bien. Pour une fois que j'ai des amis, autant vous suivre. Allez, j'y vais en premier, vous n'avez qu'à suivre. Et il ouvre sa portière et il se dirige vers l'Elysium avant que le plan ne rechange et qu'il soit obligé de parler plus. Donc c'est Ulysse qui va y aller en premier et les autres vous allez espacer vos arrivées par la suite. Marcy va y aller avec Ulysse, ça a du sens. D'accord. Moi, je pense que j'arriverai le dernier. Je vais faire quelques tours de pâté de maison avec la voiture, me garer ailleurs et rentrer l'air de rien. Et Armance du coup. Armance va rentrer l'air de rien après quelques minutes. D'accord, très bien. Ce soir, l'Elysium se tient à la R.S. Johnson Fine Art, qui est une spacieuse galerie d'art sur Michigan Avenue. Elle est spécialisée dans les œuvres classiques, allant des maîtres anciens à l'impressionnisme et au modernisme. Parmi les artistes représentés figurent Dürer, Rembrandt, Goya, Matisse ou même Picasso. C'est un lieu souvent utilisé comme Elysium par la cour de Chicago, mais c'est un endroit plus intimiste que les salles d'opéra ou les grands musées où elle a souvent lieu. C'est là donc qu'on a invité Ulysse afin qu'il rende compte de la situation auprès de la Camarilla, et c'est là que vous vous rendez tous. Ulysse et Marcy ensemble tout d'abord, puis Armance qui arrivera quelques minutes plus tard, et finalement Pete qui a décidé de faire quelques tours avant de se garer ailleurs, avant de venir lui aussi. Cette galerie est accessible par une entrée d'immeuble, tout ce qu'il y a de plus normal. À toute heure de la nuit, un vigile, probablement dans la confidence, il vérifie qu'aucune arme n'est introduite à l'intérieur. Il laisse ensuite l'accès à l'ascenseur qui permet de monter à l'étage entièrement dédié à l'exposition d'œuvres d'art. Avec son invitation, et même avec le fait qu'il s'agit d'un descendant, Ulysse n'a aucun problème à rentrer, et Marcy avec lui. Au 4e étage, les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur un petit guichet qui sert à faire payer les entrées durant le jour, mais qui est vide ce soir. On entre immédiatement dans la pièce principale où se trouvent déjà quelques personnes absorbées dans l'observation des œuvres ou en pleine discussion. Il y a quelques autres pièces similaires à l'étage, ainsi que des bureaux privés. Ce soir-là, on peut voir une vieille femme recroquevillée dans son fauteuil roulant. Elle est poussée d'une œuvre à l'autre par un jeune homme élancé aux cheveux blonds, mi-longs, plaqué en arrière avec une quantité importante de gel. On dirait presque un jeune homme avec sa grand-mère ou quelque chose de ce ton-là. 2 hommes en costume de soirée discutent dans un coin. L'un a un style très classique, à la Cary Grant, mais l'autre fait très british dans sa présentation, que ce soit par le choix des motifs et des couleurs de sa tenue que par ses favoris fournis. Les 2 gentlemen ne laissent aucun doute sur leur affiliation. Le premier porte une broche dorée en forme de rose, quand l'autre arbore une magnifique cravate avec pour motif le même emblème du clan Toréador. Il y a également une paire composée d'un homme barbu, au nez busqué, aux sourcils bas et aux oreilles sévèrement décollées, et un homme un peu maigre, vêtu d'un costume croisé et de chaussures bicolores, sa chevelure étant trop symétrique et homogène pour être vraie. Tous ces gens-là semblent absorbés dans leur activité, alors que Ulysse et Marcy font leur entrée, et on ne leur accorde pour le moment aucun regard. Est-ce que c'est des gens qu'on a déjà rencontrés ? Les membres de la coterie participent assez peu aux réunions de l'Elysium, notamment parce que vous faites pour la plupart partie de clans qui sont plutôt mal vus et qui ont peu de liens avec les loisirs un peu luxueux qui sont proposés par ces soirées-là, notamment les opéras qui sont organisés spécifiquement pour les membres de l'Elysium et notamment pour la plus ancienne toréador de la ville, Annabelle, ou encore les réunions qui sont organisées par les ventrous de l'affiliation de l'Odin. Du coup,
Ces visages ne vous sont pas forcément familiers. Le British peut-être peut vous parler si vous allez de temps en temps au Succubus Club et vous pourrez reconnaître quelqu'un qu'on surnomme Sir, qui est un membre du clan Toréador. L'autre personne que vous pouvez reconnaître à coup sûr pour le coup, c'est le dernier que j'ai décrit, cet homme un peu maigre avec ce qui semble être une moumoute, très clairement. Il s'agit d'Edward Nelly, c'est le sénéchal du prince. D'accord. S'il n'y a pas le shérif qu'on reconnaît le sénéchal, moi je prends ma petite invitation et je m'approche de lui en disant bonsoir, j'ai été convoqué. Marcy l'accompagne, j'imagine. Marcy l'accompagne en restant un peu en retrait, en observant autour d'elle de façon assez circonspecte. Alors qu'Ulysse se rapproche de Nelly et de son interlocuteur, celui-ci se tourne vers lui et lui adresse un sourire tout à fait artificiel, comme ceux qu'on adresse dans ce genre de société un petit peu hypocrite, et il lui dit « Ah, vous devez être Ulysse Hayden, c'est bien ça ? C'est moi-même. On m'a dit que vous viendriez ce soir. Le prince et le shérif ne sont pas disponibles, il y a des affaires plus pressantes, mais je m'occuperai de votre cas d'ici quelques minutes. Je termine de discuter avec monsieur. Le shérif n'est pas là ? Très bien, j'attendrai. Prenez votre temps. Très bien. Profitez des œuvres d'art, après tout. J'imagine que même un membre de votre clan peut avoir goût aux belles choses. En effet. Et du coup, je me retourne et... Qu'est-ce qu'il y a comme œuvre d'art ? Il y a des trucs assez variés, comme je dis, il y a des tableaux, mais c'est plutôt des tableaux mineurs quand même, d'artistes connus mondialement comme du Goya, du Picasso et ce genre de choses. C'est pas les œuvres les plus célèbres, mais en tout cas, c'est des artistes renommés et on imagine bien que la personne qui a constitué cette collection doit être assez satisfaite de ce qu'elle a à présenter ici pour ouvrir cette petite galerie. Marcy cherche s'il y a quelque chose à boire. Tu t'enquières de la possibilité de te nourrir sur place et on t'indique un endroit un peu en retrait qui se trouve plutôt près des bureaux privés qui sont joints à la galerie où on va lui servir de manière gracieuse un verre de sang en lui précisant bien que ce serait le seul de la soirée. Sa consommation permettra à Marcy de retirer un niveau de soif, mais pas plus. Eh bien, Marcy accepte gracieusement. Ça fait une belle jambe à la goule qui la sert, mais en tout cas, elle a de quoi un peu temporiser sa soif. Pendant ce temps-là, Armance est arrivé, et je pense que Pete n'est pas loin de faire son entrée également. Que fait Armance à son arrivée ? Est-ce qu'elle se dirige vers des personnes en particulier ? Est-ce qu'elle entame des conversations ? Qu'est-ce qu'elle compte faire en fait ? Armance est fidèle à elle-même, elle va tout simplement saluer les personnes d'un mouvement honnête de son visage avant de profiter de la galerie d'art. C'est une femme de lettres, donc elle va contempler ses œuvres d'art. Avec un véritable plaisir d'ailleurs. Armance profite de la galerie et s'installe dans un coin pour observer certains des tableaux. Et alors qu'elle est en train d'observer un tableau qui apparemment a été peint par un Américain au 19e siècle, elle entend la voix un peu rocailleuse de la vieille femme poussée dans sa chaise roulante qui commente Ah, je ne comprends pas pourquoi cette croûte est ici. C'était un être abominable. Je ne l'aimais pas. Fils, emmène-moi ailleurs. Je préfère voir de belles choses. Cela n'est pas terrible ici. Je reconnais quel est quel est le peintre. Il s'agit d'un tableau de John Otis Adams, un impressionniste américain. Oui, je vois. Visiblement, la personne qui vient de râler a un passif avec cette personne et du coup ça entame peut-être son honnêteté artistique. Tu la vois qui passe derrière toi avec le jeune homme qui la pousse. Il a l'air de faire tout ce qu'elle lui demande et il va juste commenter alors qu'il passe derrière Armance. Très bien maman, je t'emmène plus loin dans ce cas. Elle va lancer un sourire amusé à la vieille dame, pouvait peut-être un léger rire, et finalement se détourner de ce tableau pour regarder ce qu'il y a d'autre. Pendant ce temps-là, Pete est arrivé
Ouais, moi, je gère entre les différentes galeries de peinture. J'en connais bien la plupart, d'ailleurs. Je pense que je m'arrête quelque temps devant une série de peintures de Goya, dont l'une qui m'est un peu macabre, qui met en scène un moine pendu. Est-ce que j'ai eu l'occasion d'entendre la remarque de la vieille femme? Je pense parce que elle a l'air de pas avoir toute sa tête et elle parle très fort. Ok, je pense que je lui emboîte le pas et j'essaie peut-être d'engager la conversation. Je lui dis, je dois bien admettre qu'Adams n'était pas le meilleur des impressionnistes, mais de là à dire que c'était un odieux personnage, et je guette un petit peu sa réaction. Elle lève ses yeux d'un bleu vraiment déstabilisant, très étrange, peut-être même avec des reflets qu'on pourrait croire ne pas être humains. Je pense que ça me couperait le souffle si j'avais encore du souffle. Alors qu'elle lève les yeux sur lui, elle dit oui, mais j'imagine qu'entre peintres, vous comprenez. Moi, je ne l'aimais pas beaucoup. Vous l'avez connu personnellement? Ah oui. Intéressant. Nous n'avons pas tous cette chance. Ah, cette chance. Il était détestable, je dis. Oh oui, ça je comprends bien. Fils, et là, elle tape la main du jeune homme qui se trouve derrière elle. Dis-lui qu'il était détestable. Le jeune homme a vraiment l'air d'être le parfait jeune homme, avec une allure très soignée, avec une tenue un petit peu BCBG, une petite chemise, un pantalon chino. Il est très bien mis. Il dit d'une voix douce oui, maman, tu as raison. Écoutez, monsieur, comment vous appelez-vous Moi, c'est Peter Hill. À qui ai-je l'honneur, d'ailleurs? Vous pouvez m'appeler Son ou fils, comme il vous plaira. Et là, il met les mains sur les épaules de la vieille dame juste devant lui et dit vous avez devant vous Madame O'Leary. Je m'incline respectueusement, je dis Madame O'Leary, fiston, enchanté de faire votre connaissance. J'essaie de continuer un petit peu, de voir si sur le sujet de l'art, ça peut être un terrain d'entente ou... Parce qu'elle m'a l'air quand même assez renfermée comme personne. Elle a l'air plutôt acariâtre même. Mais je me dis que si ça peut être une source de revenus, si je puis dire, j'aimerais bien essayer de piquer un petit peu son attention, voir si elle a de l'intérêt dans l'art ou pas du tout. Si ça se limite simplement à cracher sur John Otis Adams. Alors, comment tu t'y prends du coup pour essayer de jauger son intérêt Je pense que, comme Adams était impressionniste, j'enchaîne sur le mouvement impressionniste français. Je lui parle de peut-être Claude Monet ou ce genre de choses, voir si, pour des personnes qu'elle n'aurait pas connues, si ça éveille un intérêt quelconque ou pas du tout. En admettant qu'elle ne les ait pas connues. Là, comme tu essayes un petit peu de jauger son intérêt, etc., et d'arriver à tes fins avec elle, je veux bien que tu me fasses un jet de manipulation avec érudition histoire de l'art. Ouais. Donc ça te fait 7 dés. En tout cas, Armand s'approche, hein. Elle s'intègre sans un mot et elle te regarde se faire pite. 3 succès, c'est pas mal. Je te déconseille de relancer vu que ton dé de fin a fait 10. Pete commence à entamer la conversation sur différents courants artistiques et se tourne du coup vers les Français. Et il découvre assez vite que la vieille dame a comme une passion pour certains artistes maudits, notamment Van Gogh, qui selon elle est le summum de ce qu'a pu faire l'art néerlandais sous l'influence de la France, de ses paysages et de ses peintres. Et elle a l'air un petit peu de se perdre dans la conversation. Et son enfant, qui se tient derrière elle, la laisse parler. Par contre, il observe Pete d'un œil assez incisif, presque dérangeant. Il donne l'impression que il ne cligne pas des yeux. C'est assez perturbant pour quelqu'un qui en prend note. Alors, un petit regard de côté permet à Pete de s'en rendre compte assez vite, et ça peut être un peu déstabilisant. Il se tait néanmoins et Fils du coup laisse la vieille O'Leary parler avec le Nosferatu sans déranger la conversation. Je crois qu'Armance voulait arriver. Oui, elle arrive, elle va écouter la conversation et peut-être elle va ponctuer pour participer. Elle donnera toujours son avis un peu sincère sur l'art. Elle placera aussi qu'elle aussi elle avait rencontré Eugène Delacroix et que c'était quelqu'un qui était ennuyé par elle. Elle était assez déçue et triste. Et vous comprenez très vite pourquoi lorsqu'elle continue à discuter.
Et elle expliquera aussi, sûrement de son côté, les peintres qu'elle a pu éventuellement rencontrer de loin ou de près, et donner son art, participer à la conversation, tout simplement. Mais sans être trop prolixe, pour le coup. Elle va tout de même se restreindre pour laisser agir Pete, surtout si elle ne sait pas où il va, mais soit elle considère qu'il est sincère dans sa discussion de l'art, et ça lui fait plaisir, soit il s'étend à des dessins qui lui sont étrangers, mais ça lui fait toujours autant plaisir de le voir s'essayer. Alors en réalité, l'un n'empêche pas l'autre. Les intentions de Pete vis-à-vis de la vieille dame sont effectivement dans le but d'essayer de lui vendre des tableaux et bien évidemment des faux, puisque c'est là où Pete excelle. Mais je pense que tu sens, et même dans notre discussion, une véritable passion pour l'art, très clairement. Ben, alors de toute façon, elle sera d'une même sincérité, hein. Elle est tout de même passionnée d'art et du coup elle discutera avec vous de la même chose. Je pense que pour Pete, du coup, c'est tout un pan d'Armance qui se révèle un petit peu à lui. Et cette espèce d'appréhension que je pouvais avoir de discuter avec elle, finalement, commence un petit peu à s'évaporer maintenant que je me dis que derrière cette folie, à travers l'art, finalement, c'est peut-être pour la première fois que j'arrive à mieux comprendre le fond de la pensée d'Armance. Oui, et tu peux peut-être constater que sa folie est vraiment captivée par l'art. C'est sûrement la beauté ou l'art qui peut l'adoucir, qui peut être d'ailleurs être utilisé contre elle pour la captiver, l'attirer, la tromper ou l'adoucir. En tout cas, au cours de la conversation, de manière un peu dérangeante, la vieille O'Leary glisse par moments des petits commentaires qui font écho à des éléments personnels concernant Armance ou Pete qu'ils n'ont pas partagé avec elle, comme si elle avait eu accès à des informations sur eux sans qu'ils le veuillent. Par exemple, alors que Armance fait état de sa passion pour Delacroix, c'est bien ça ? Oui, du romantisme en général. Voilà, elle va faire mention justement d'un auteur que Armance avait rencontré et avec qui elle s'était disputée, et la vieille dame, elle va dire « Ah oui, mais vous n'aimiez pas trop telle personne. » Ah. Et pour Pete, alors qu'il parle de tableaux et d'art, etc., elle va demander de manière un peu faussement innocente « Mais ce que vous préférez, c'est bien les vierges à l'enfant, hein, n'est-ce pas ?» Je tique un peu et mon regard alterne entre la vieille femme qui semble en savoir plus qu'elle n'en dit, Armance qui, elle, semble intarissable, et le fils, du coup, qui, lui, me fixe depuis tout à l'heure sans cligner des yeux. Et le malaise, je pense, prend de plus en plus d'ampleur, et je pense que Pete va préférer mettre fin assez rapidement à la conversation. Elle vous a eu, Pete. Eh bien, vous partagez la passion pour l'au-delà. L'au-delà des personnes, vous voyez aussi par les étoiles? Êtes-vous l'une des miennes, Madame O'Leary? Madame O'Leary. Oh, vous savez les noms. Les noms, c'est important. Elle hausse les épaules. En tout cas, il semblerait que votre art soit bien détendu. Vous êtes? Je suis Madame O'Leary. Elle tourne un peu sa tête, la penche un peu sur le côté. Je ne vous ai jamais vu à une soirée chez les Trémérés. Le jeune homme qui l'accompagne va intervenir pour commenter. Eh bien, Madame n'aime pas trop Monsieur du Sable. Ah, vous êtes une Trémérée? Car vous savez, vous faites bien aussi bien une toréador pour votre goût pour l'art, ou bien une malcavienne pour la sénilité. Vous savez, moi aussi d'ailleurs, j'aurais fait une parfaite malcavienne. On me prend souvent pour une malcavienne. Pour mon insolence, qui n'est pas une insolence, juste de la folie. Ou une toréador, car j'adore moi aussi l'art de manière obsessionnelle. Là, elle adresse un regard un peu dur à Armance, et elle lui dit vous êtes bien trop superficiel pour être une malcavienne. Fils, j'en ai marre. Et là, le jeune homme adresse un petit sourire gêné à Armance avant de l'emporter avec elle vers un autre endroit de la pièce. De toute façon, je m'en fiche, vous êtes vieille. Pendant ce temps-là, en attendant que Nelly s'occupe de Marcy et d'Ulysse, que font ces deux-là? Ulysse, de son côté, bon, il a sûrement commencé à faire le tour des peintures, mais il est trop stressé, on va dire, pour aller faire la conversation, donc il attend. Maintenant, il poireaute en jetant des regards à l'autre, genre c'est bon, c'est quand qu'on fait, c'est quand que j'ai mon examen et que je peux rentrer chez moi? Ah bien, oui. Et Marcy? Et Marcy, elle aussi, elle a une bonne connaissance de l'art et des sujets artistiques, mais sur des sujets un peu différents. Et pour elle, évidemment, cette galerie-là, c'est vraiment aussi un peu un truc qu'elle méprise, espèce d'art courtois et bien poli et bien habillé. Donc
Elle va pas trop se mêler à cette conversation avec Madame Olieri, mais elle va essayer de chercher des pièces un peu différentes, des choses plus rares, plus confidentielles dans la collection pour essayer de savoir si c'est une collection de show-off, un peu de gens qui montrent des trucs connus et qui montrent qu'ils ont le pouvoir de l'avoir, ou s'il y a des choses plus hipster, plus étranges qui sont également exposées. Alors, en effet, alors que Marcy explore un petit peu l'étendue de la collection, elle se rend compte quand même qu'il s'agit plutôt d'une collection de noms plus qu'une collection d'œuvres de qualité. Même dans les œuvres présentées par exemple de Goya, il y a des croquis par exemple ou des choses inachevées. On est vraiment ici dans la galerie qui sert avant tout à impressionner par la collection de noms célèbres plus que par la qualité du travail du collectionneur. Et il n'y a pas vraiment d'artistes peu connus ou d'œuvres vraiment exceptionnelles à part peut-être une ou deux, mais qui sont là avant tout parce que elles ont été suffisamment abordables pour que le collectionneur puisse les acquérir. Par contre, alors qu'elle est en train de faire le tour, elle entend les deux toradors en train de rigoler assez bruyamment et de parler ensemble. Le premier dit à l'autre ah, je te parie que Ballard va y passer le premier. Et l'autre dit ah non, moi je suis certain que c'est Capone. J'ai l'œil pour ça. Je pense que le vieux gangster a fait son temps. Marcy s'approche un peu intrigué par cette conversation qui a l'air d'avoir ni queue ni tête. Vous faites des paris ? Il se tourne vers Marcy. Il la regarde un petit peu de haut parce qu'elle est pas très grande par rapport à eux. Et ils finissent par dire oui, on peut dire ça. Effectivement, il y a du grabuge en ce moment au sein du clan Ventrou. Apparemment, quelques problèmes et certains d'entre eux ont même été victimes d'une sorte d'attentat. Et du coup, on fait un peu les paris sur lequel sera le premier à y passer. C'est intéressant comme pari. Oh, vous savez, on s'amuse comme on peut, surtout avec les Ventrous qui dirigent la ville. D'ailleurs, vous pensez qui sera le premier à y passer C'est une bonne question, mais il se pourrait que j'ai des informations qui soient parfaitement confidentielles aujourd'hui. Je voudrais pas donner un avantage injuste vis-à-vis de vos camarades. Tu sens que leur regard témoigne d'un intérêt accru. Celui qui a un air un peu british soupire et dit « Ne vous faites pas prier !» Vous connaissez l'école pour les enfants désœuvrés de Bronzeville ? Il secoue la tête. Je devrais. Vous savez, c'est pas vraiment le quartier où je me rends le plus souvent. Hein. Oui, je m'en doute. Vous aimez pas trop vous mêler à cette population-là ? Et il faut dire que on me repérerait tout de suite. C'est pas faux. Vous verrez plus tard. Il faut d'abord que j'en parle au shérif. Ah, vous nous tuez d'impatience. Là, c'est l'autre qui s'est exprimé. Comment vous appelez-vous déjà ? Je crois vous avoir déjà vu. Justement, la fois où vous étiez venu vous présenter au prince. D'ailleurs, le shérif n'avait pas été tendre avec vous. Non, cette ordure de shérif a une dent contre les gens qui sont trop libres penseurs pour lui, pour son petit cerveau étriqué. Je m'appelle Marcy Abdul Matin. Et là, elle fait une révérence exagérée, évidemment. Un peu ridicule dans son bombers noir et avec ses longues chaussures à plateforme. Si jamais vous voulez avoir recours à des services d'information exclusive, peut-être qu'on pourra faire affaire un jour. Peut-être, j'imagine, oui. Et si possible dans un endroit où il y a vraiment de l'art et pas simplement le confort bourgeois qui l'empêche de s'exprimer. En tout cas, ces deux personnes ont l'air d'incarner tout ce que Marcy déteste. Ils sont dans des costumes taillés sur mesure. Ils ont tous des aristocrates qu'elle déteste. C'est pour ça qu'elle insulte un peu du coup l'exposition. Celui qui ressemble un petit peu à Cary Grant va répondre bon, écoutez, c'est quand même une belle collection. On a des beaux noms par ici. Ouais, mais les noms, c'est pas le feu, monsieur. Et l'art sans feu, c'est comme un repas sans sang. Il plisse les yeux, il essaye de comprendre la métaphore que Marcy est en train de développer. Comment ça L'art, c'est du risque. L'art, c'est de la souffrance. L'art, c'est une envie, un élan. C'est pas profiter d'un nom exposé avec quelques dessins à peine bâclés et prétendre que c'est un impact. Si ça n'en a aucun. Ce sont de très beaux tableaux tout de même. C'est pas la beauté d'un tableau qui lui confère son essence. Un tableau, c'est plus que la précision d'un coup de pinceau ou d'un coup de crayon. Ah, tu vois que tu sembles les avoir un peu perdus.
Et ça t'étonne peut-être même un peu que comme ça des toréadors aient si peu d'esprit critique vis-à-vis de l'art. Visiblement, la petite diatribe de Marcy les a un peu mis mal à l'aise. Ils hochent la tête poliment, comme pour hâter la fin de cet échange qui leur déplaît fortement. Oui, bah, du coup, Marcy s'extirpe de cette conversation avec un petit sourire narquois et une nouvelle révérence un peu parodique. Et une très haute opinion, évidemment, de ces deux loustiques. Alors que Marcy s'éloigne, elle peut voir que Nelly, qui s'entretenait du coup avec l'autre personne avec qui il était depuis le début, a fini sa discussion et se dirige maintenant vers Ulysse. Monsieur Hayden, on va commencer. Ah oui, enfin. Enfin, je veux dire, j'étais pressé. Enfin, je veux dire, vous comprenez, quoi. Comment procède-t-on ? Laissez-moi faire. Il tape des mains et il annonce à la petite assemblée qui est présente nous allons tenir audience dans le salon d'à côté. Pour ceux qui veulent venir assister à l'audience, n'hésitez pas. Monsieur Hayden, ici présent, vient répondre d'une brèche de la mascarade. Enfin, vient faire son rapport d'enquête. Pour une brèche de la mascarade. Oui, ce n'est pas moi, donc je n'en réponds pas vraiment, mais nous allons discuter de cela. Oui, nous allons voir cela. Allez, suivez-moi.